Bienvenue aux Attachés de presse, votre émission hebdomadaire de politique sur les ondes de CFAC 88.3. Maintenant, on s'entretient avec le candidat du Parti québécois dans Sherbrooke, M. Yves Bérubé-Lausière. Bonjour, M. Lausière. Bonjour. Tout d'abord, merci d'avoir accepté notre invitation. Un grand plaisir d'être avec vous. C'est une belle émission. Merci. J'ai hâte de pouvoir répondre à vos questions. Super apprécié. Tout d'abord, tout simple, une question d'un peu plus d'introduction, je peux me permettre. Pourquoi se présenter pour le Parti québécois et pourquoi aux élections de 2022, notamment? Ben, pourquoi le Parti québécois? Tout d'abord, moi, ma langue, pour moi, c'est important. Je suis québécois francophone et puis je vois le déclin de la langue, particulièrement à Montréal. Et je pense que c'est important d'être conscient qu'il y a des risques que le français disparaisse en Amérique du Nord. Là. C'est un processus lent. Puis si on ne s'en occupe pas, ça va devenir un processus irréversible. Donc, ça, c'est la première raison. Puis, le Parti québécois, bien, c'est le seul parti qui a vraiment, à travers son histoire, réellement défendu le français au Québec, qui le défend encore. C'est encore le seul parti qui en parle vigoureusement. Les autres partis en parlent, mais la CAQ, par exemple, ne font pas le nécessaire pour réellement protéger le français, notamment appliquer la loi 101 au cégep. Québec solidaire, comme d'habitude, il en parle un peu, mais on se mouille pas trop, fait qu'on ne sait pas trop si c'est vraiment une priorité pour eux. J'aimerais juste rappeler une statistique ici. À Montréal, il y a 42 % des étudiants qui étudient au cégep qui vont dans un cégep anglophone. Ça, c'est dans les programmes préuniversitaires et techniques. Si on prend juste le préuniversitaire, c'est 48 %. Puis de ces 48 %-là, il y a 90 % qui vont à McGill et à Concordia. C'est dramatique, là, parce qu'on est en train de payer pour l'anglicisation de notre milieu de travail. Et puis, quand on commence à angliciser le milieu de travail, bien, les gens commencent à penser que le français, c'est pas important. Donc, on est en train d'angliciser notre société, puis on paye pour ça, là. C'est nos impôts qui payons pour éduquer des jeunes en anglais. Mis à part l'application de la loi 101 au cégep, qu'est-ce que le Parti québécois propose justement pour empêcher le déclin du français encore de plus en plus dans les prochaines années? Comme autre mesure, là, notamment les entreprises à charte fédérale. Ça, c'est un autre domaine où le fédéral ne respecte pas la législation québécoise sur le territoire québécois. C'est important, on parle des banques, on parle de les compagnies de chemin de fer. On a vu toute la saga de M. Michael Russo avec Air Canada. C'est des symboles très forts. Puis si on n'a pas un gouvernement fédéral qui est prêt à défendre le français, ben pourquoi resterait-on dans le Canada? On le voit, là, la politique linguistique canadienne, c'est une catastrophe. Je vous invite à lire le livre de Frédéric Lacroix, « Pourquoi la loi 101 est un échec ». C'est pas une critique de la loi 101, c'est une analyse de ce qui fait que la loi 101 ne peut pas avoir son plein effet. Puis il y a un livre aussi de Charles Castonguay, « Le fiasco de la politique linguistique canadienne ». Les taux d'assimilation dans le reste du Canada pour le français sont effarants. Donc, on le voit, là, ça, c'est le fédéralisme canadien. C'est ça l'effet que ça fait sur notre langue. Fait que c'est une première raison pourquoi je m'implique au Parti québécois. L'autre raison, c'est que le Parti québécois s'est toujours occupé autant de progrès social que de progrès économique. Bernard Landry, c'est lui qui a aidé à construire le tissu économique qu'on a aujourd'hui basé sur les PME, leur donner ce qu'il faut pour qu'elles réussissent. Il s'est battu beaucoup pour ça. Ça prend du temps de construire une économie, puis 30 ans plus tard, ben on en voit les bénéfices. Donc, ça, c'est l'autre raison. Puis, après ça, ben moi, j'ai des compétences. Je suis ingénieur, je n'ai pas un profil typique de quelqu'un qui se présente en politique, mais j'ai des atouts. Je suis capable de faire des projets, de mener des projets, puis de livrer ce que j'ai promis. C'est ce qu'on apprend en ingénierie. On sait qu'évidemment, le Parti québécois est en faveur de l'indépendance. Qu'est-ce que vous répondez aux détracteurs qui mentionnent que la souveraineté, c'est plus un enjeu actuel? Oh, ben, je veux dire, c'est un enjeu actuel.
Pensez juste à l'environnement, par exemple. On finance avec nos impôts toujours 20% de tout ce que le fédéral donne en prêts et en prêts et en dons, là, au fond, à l'industrie pétrolière. C'est de l'argent qu'on n'a pas pour nous. Dans les traités internationaux, on l'a vu, là, quand il y a eu les négociations suite à l'appel de M. Trump de renégocier l'entente Canada, États-Unis, Mexique. On a sacrifié l'industrie de l'aluminium, on a sacrifié l'industrie du lait. Puis après ça, on dit, par exemple, aux producteurs de lait, faites-vous-en pas, le fédéral est là, va vous compenser. Mais les producteurs de lait, là, ce qu'ils veulent, là, c'est pas recevoir un chèque, là. Ce qu'ils veulent, c'est produire du lait. Puis ils veulent le faire de façon correcte. Fait qu'on encore l'espèce d'argument de péréquation, là, tu sais, même si faites-vous-en pas, le fédéral va vous en donner de l'argent. Ouais, mais c'est pas comme ça qu'on se développe, là. Vous avez mentionné en entrevue que Angela Merkel, c'est un modèle pour vous. Oui. L'ancienne chancelière allemande. Est-ce que vous pouvez développer un peu sur ce sujet-là? Oui, Mme Merkel, c'était une chimiste quantique qui a fait un doctorat dans ce domaine-là. Elle s'est impliquée en politique pendant son doctorat, puis après, elle n'a pas fait longtemps de la recherche, là. Après, elle s'est tout de suite impliquée dans un parti qui s'appelle la CDU. C'est un parti démocratique chrétien, Union, en tout cas en français, c'est Union des chrétiens démocratiques ou démocrates. Puis, Mme Merkel, elle a géré l'Allemagne avec sa tête, OK? Et puis, elle le disait elle-même, elle dit « Je ne suis pas ici pour faire de la poésie. » Elle dit « Moi, je suis une scientifique, puis vous allez peut-être me trouver un peu drabe, mais c'est ce qu'elle disait, là. Mais moi, je suis là pour me baser sur des faits, sur des chiffres, pour diriger l'Allemagne. » Bon, je ne veux pas en faire une icône, là, parce que ça n'a pas été parfait, là. Sa politique extérieure à Mme Merkel, ça a été un peu catastrophique quand elle a décidé de lâcher le nucléaire à cause de pression écologiste. Elle a mis son pays dans la gueule du loup russe parce que l'Allemagne a besoin d'énergie et l'Allemagne achète du gaz naturel de la Russie. Donc, c'est un peu eux qui financent la guerre en Ukraine en ce moment. Ça fait beaucoup d'argent qui rentre en Russie. Mais au niveau de sa gestion, c'était une excellente négociatrice aussi, très concrète, qui négociait beaucoup, qui cherchait le consensus. Puis, bon, évidemment, comme toute dirigeante, elle devait prendre des décisions. Mais c'est une scientifique, puis je pense que ça manque des scientifiques dans le domaine politique pour prendre des décisions avec un autre point de vue. Vous avez mentionné dans votre campagne vouloir ajouter 2000 logements sociaux à Sherbrooke. Croyez-vous que c'est vraiment possible, que vous êtes le parti qui en a le proposé plus dans la région? 2000, en fait, nous, au Parti québécois, on va construire 25 000 logements sociaux sur les 5 prochaines années, plus 10 000 qui sont pris dans le programme Accès Logis, qui a été fondé par le Parti québécois en 1997. Ça, c'est un programme, Accès Logis, c'est un programme gouvernemental qui vise à subventionner de la création de logements sociaux, mais sous forme d'OBNL ou de coopérative. OK? Donc, ça, il y a un 10 000 là, de logements qui sont en principe promis là-dedans là, par le gouvernement, peu importe lequel. Et actuellement, la CAQ veut retirer l'argent de ce programme-là parce qu'eux, ils ont proposé un autre programme qui c'est un programme de logement abordable et ils veulent mettre de la gestion privée là-dedans. Moi, je suis contre cette forme-là on met de l'argent public pour offrir un service public et puis on va mettre des entreprises privées dans ça qui vont faire des profits. Donc, on a de l'argent public qui vont servir à générer des profits pour une entreprise privée. J'ai rien contre l'entreprise privée qui fait des profits, là. Je veux dire, je suis ingénieur puis je comprends ça, mais pas avec de l'argent public pour des services publics. Donc c'est ça, il y a un 10 000 logements là-dedans. Si on prend la taille de Sherbrooke, on est à peu près 2 % de la population du Québec. Fait que si on fait un calcul vraiment très simple de base, là, c'est probablement un peu plus compliqué que ça, mais 2 % de 35 000, ça fait 700 logements sociaux à Sherbrooke pour les 5 prochaines années. Ensuite de ça, le Parti québécois a promis 10 000 logements étudiants dans les 5 prochaines années aussi.
Là, si on fait un rapport de la population étudiante de Sherbrooke, qui est quand même importante, hein, on a une université, on a un gros cégep francophone. Après ça, on a une université anglophone qui est pas mal plus petite, puis un cégep anglophone aussi. Mais on arrive à peu près 1000 logements ou 1000 studios étudiants. Donc, c'est à peu près ça le calcul pour arriver là, à quelque chose qui tourne autour de 2000. Si je pouvais me lancer dans une question, vous avez fait une promesse par rapport à des chaires de recherche à l'Université de Sherbrooke, vous en avez promis 5. Oui. Pouvez-vous nous expliquer votre idée, votre projet et pourquoi essentiellement des chaires de recherche vont nous permettre d'améliorer les problèmes sur le terrain? Oui, bien ça, c'était... En fait, moi, ce que je m'engage à faire, c'est aller chercher le financement pour 5 chaires de recherche dans le domaine de la gestion et de la valorisation des matières résiduelles, donc les déchets, là. À Sherbrooke, on a beaucoup entendu parler de la gestion des déchets. On a fait du relativement bon travail jusqu'à maintenant, mais il y a encore du travail à faire. Les déchets de Sherbrooke sont enfouis sur le site de Valoris, qui est une régie municipale. Et Valoris, bien, ils travaillent bien. Ils ont commencé à... En fait, tous les blocs à appartements à Sherbrooke, il n'y a pas de bac de compostage brun dans les blocs à appartements, sauf quand il y a des initiatives des propriétaires ou de certains locataires. Pour certains logements aussi, notamment des restaurants, par exemple, c'est difficile. Ça coûte certains montants, mais aussi c'est difficile d'accès pour la ville de faire ces gestions-là. Oui, bien ça, c'est un autre enjeu. En fait, tout ce qui n'est pas de l'habitation pour les gens, là, les matières résiduelles, c'est géré autrement. Là. Ça ne va pas chez Valoris, ça s'en va ailleurs. Ça, c'est un autre enjeu. Je connais assez bien le dossier parce que j'ai rencontré les gens de Valoris. Là. Puis, par exemple, l'institutionnel, l'Université de Sherbrooke n'envoie pas ses déchets chez Valoris. OK? Le CHUS non plus, le centre hospitalier. Là. Puis, toutes les entreprises, ça ne va pas là. Valoris aimerait bien que ça aille sur leur site, mais disons que c'est un autre enjeu. Là, je vous parle de... En fait, je reviens aux édifices à logement. Donc, pour des raisons de gestion, ça demanderait beaucoup de bacs bruns s'il y avait un bac brun, par exemple, par logement ou même quelques-uns. Fait que ça fait beaucoup de gestion avec les camions, tout ça. Donc, tous les déchets, ça va ensemble. Donc, les déchets, puis dans les déchets, bien, il y a de la matière compostable. Valoris enfouissait ça. Puis, ben, ils se disaient, ben là, il y a de la matière compostable là-dedans, donc essayons donc de l'extraire. Fait qu'ils ont fait un projet pilote. Puis ils ont mis sur pied une ligne de tri mécano-biologique qui sert à séparer les déchets de la matière compostable. Bon, ils ont fait des essais, c'est un problème difficile. Et puis là, ben, quand il y a des problèmes difficiles, souvent, là, ce qu'il faut, c'est de la recherche. Donc, il y aurait une chaire, justement, pour aider Valoris à continuer ses efforts pour le tri mécano-biologique. Le BAP s'intéresse beaucoup à ça. Parce que ben, c'est pas juste à Sherbrooke qu'il y a la même problématique. Là. Pensez à Montréal, le problème est encore plus grand. Il y a beaucoup d'édifices à logement à Montréal. Donc, puis ça donne un compost, ça qui est moins, au fond, de moins bonne qualité que du compost qui vient des bacs bruns. Mais il y a des applications. Fait que, par exemple, la revitalisation de montagnes de déchets miniers. On pourrait peut-être faire aussi de la méthanisation avec ce compost-là. Donc, il y a un potentiel. Fait que ça, c'est une des 5 chaires. Je passerai peut-être pas toutes les 5 chaires, là. Il y en avait une autre aussi sur la gestion des nouveaux produits toxiques qu'on retrouve dans les déchets, notamment dans les cols. Il y a certains composés chimiques qui vont là-dedans, qu'on enfouit, mais qui se trouvent dans le ruissellement. Même si c'est scellé, là, c'est un des problèmes, notamment à Coventry. C'est ce qui contamine le lac Memphremagog. Donc, il y a de la recherche là, plus en génie chimique, probablement, dans ce domaine-là. Puis, une autre chaire que je trouve intéressante dans ce paquet-là, là, c'est une sur les comportements humains, parce qu'on a encore beaucoup de difficultés à bien faire le tri. Pourquoi? Pourquoi les gens sont résistants à bien trier leurs choses? Pourquoi c'est pas naturel? Bien, il y a des choses à comprendre, là, un peu de psychologie. Donc, vous savez, la gestion des matières résiduelles, c'est pas juste une affaire technique. Il y a aussi beaucoup de, comme je le disais, de comportement humain dans ça. Puis, je pense qu'il faut étudier ces choses-là pour arriver à trouver des bonnes mesures incitatives puis convaincre les gens que ça vaut la peine de le faire.
Pour continuer un peu sur... Félix, tu avais une intervention à faire? Ouais, désolé. Vous l'avez mentionné brièvement dans votre réponse, c'est la gestion des matières résiduelles, c'est pas un problème, notamment à Sherbrooke, là, c'est à l'échelle de la province. Puis ma question était la suivante. Est-ce que l'idée de faire 5 chaires de recherche à Sherbrooke, c'était l'idée de faire de Sherbrooke un pilier au niveau du Québec? Absolument. En fait, on a tout ce qu'il faut ici pour faire de la recherche. On a le site de Valoris, on a les matières résiduelles, donc, mais on a aussi la matière grise à l'université. Donc, moi, je ne peux pas créer les chaires. Là. Ça, c'est l'université qui va faire ça. Mais si on arrive avec l'argent, puis avec une offre intéressante, puis c'est un enjeu local, mais qui nous déborde aussi, qui nous dépasse. Là, hein. C'est, comme vous l'avez dit, c'est tout le Québec. Ben moi, je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant à faire là-dedans. On a déjà des forces en environnement à Sherbrooke. On a une maîtrise en environnement. On a des gens en faculté de génie qui travaillent sur des aspects environnementaux. Donc, je pense qu'un des maillons qui manque, c'est les matières résiduelles. Puis, il y a quelque chose de très intéressant à faire avec ça. Pour continuer dans la veine un peu plus universitaire, vous avez aussi parlé puis expliqué que vous voulez aussi qu'on développe à Sherbrooke, c'est un institut de robotique. Oui. Est-ce que vous pouvez expliquer votre idée par rapport à cet institut-là qui va venir peut-être rejoindre la faculté j'imagine, de génie? Ouais, en fait, non. Il faut faire attention. Okay. Ça va être un centre privé à but non lucratif sur le modèle de l'Institut national d'optique à Québec. Comment ça fonctionne, l'Institut national d'optique à Québec? C'est un centre privé à but non lucratif, comme je le disais, qui offre des services, en fait, aux entreprises pour développer des technologies. Dans leur cas, là, c'est des technologies qui utilisent la lumière. Donc, on parle de photonique, optique, laser, pour toutes sortes d'applications. Par exemple, vous voulez mesurer le diamètre d'une bille de bois, calculer sa forme pour ensuite optimiser dans une scierie, par exemple, la coupe de 2x4 dans cette bille de bois-là ou d'autres formats de planches. Bon, ben ça, c'est le genre de problème que l'Institut national d'optique fait. Moi, j'ai travaillé là-bas, j'étais dans le domaine biomédical. Ils font toutes sortes d'applications, mais c'est toujours pour des applications industrielles. Donc, un institut à Sherbrooke, là, bon, peut-être plutôt, pourquoi ils sont allés vers un institut comme ça? Pourquoi ils ont créé un institut comme ça en 1985 à Québec? Ben, c'est parce qu'à l'Université Laval, à l'époque, ils ont misé sur l'optique et la photonique comme créneau de recherche en physique, en génie, puis après, ça s'est étendu un peu ailleurs, aussi en chimie, puis en biologie. Mais ici, à Sherbrooke, on a une force semblable, c'est la robotique. On a un bac en génie robotique depuis 5 ans. On forme 50 ingénieurs par année. C'est tous d'excellents candidats, avec des cotes très élevées à l'entrée. Il y a 40% de ces étudiants-là qui finissent leur bac et qui poursuivent à la maîtrise et au doctorat. Pour rappel, là, à l'INO, l'INO embauche juste des gens qui ont des maîtrises et des doctorats à peu près, là, parce que c'est vraiment du développement de technologies de pointe. Et puis, ben ici, on a l'équivalent, mais en robotique. Donc, pourquoi ne pas miser sur cette force-là? Puis on a une pénurie de main-d'œuvre en ce moment. Donc, la robotique, c'est une des solutions possibles. Ça ne va pas résoudre tous les problèmes les problèmes de pénurie de main-d'œuvre, mais tout ce qu'on peut robotiser, automatiser, on doit le faire. Et puis, c'est le but de cet institut-là, ça va être de développer des nouvelles technologies sur mesure pour les entreprises québécoises, pour qu'elles puissent, pour les aider à pallier à la pénurie de main-d'œuvre. En Allemagne, ils ont un réseau d'instituts comme ça s'appelle les instituts Fraunhofer. Il y en a dans plusieurs domaines, mais c'est toujours des domaines appliqués au service de l'entreprise. Donc, l'Institut de robotique que j'ai proposé, ça ne va pas être quelque chose rattaché à l'université. Mais évidemment, ça va se baser sur la main-d'œuvre qui est formée à l'université. Si je pouvais enchaîner sur un sujet que vous avez amené très récemment, mais aussi qui sort un peu du lot, mais qui est dans une optique de transport en commun. Vous avez promis vous-même et le Parti québécois un train haute vitesse entre Sherbrooke et Montréal. Oui. Nous, ce qu'on voulait savoir, c'est pourquoi faire ça près de l'autoroute dans l'optique où est-ce que si on suit l'autoroute, ben, ça amène un certain éloignement entre certains centres-villes ou non, puis comment ça va quand même être un enjeu de déplacement vers les points de station, par exemple, sur le trajet. Ouais. Dans cette mesure, c'est quoi
comment vous avez monté ce projet? C'est quoi le Ouais, ben, principe, en fait? je pense que c'est une bonne question. Je vais vous présenter la vision qui est derrière ça. Tout d'abord, si on veut un train Sherbrooke-Montréal, il va falloir que ce soit un train qui va vite. OK? Les gens ne vont pas prendre le train si ça va plus lentement que l'automobile. C'est pas ça qu'on veut. On veut quelque chose de rapide. On veut y aller avec un net avantage au niveau de la rapidité. Donc, la question qui suit de ça, ben, l'autre chose aussi, donc, c'est ça, on veut que ça soit rapide. Ensuite, on veut que ça soit non polluant. Donc, tout de suite, on pense au transport électrique. Puis, pour que ça soit rapide, ben, on le fait passer où, le rail? Hein? Je veux dire, en ce moment, il y en a des rails là, qui relient Sherbrooke à Montréal, mais c'est des rails de transport de marchandises, c'est des vieux rails. Puis, c'est très sinueux. Donc, on ne pourrait pas aller vite là-dessus, là. Donc, c'est la raison de faire, en fait, la voie qui, si on pense à l'autoroute, ben, est déjà là, l'autoroute, là. C'est déjà assez rectiligne. Bon, il y a des enjeux techniques, là, mais c'est assez rectiligne. Ça va déranger personne si on construit des rails là. On ne va pas avoir besoin d'exproprier les gens. C'est déjà défriché, donc il y a peu d'enjeux environnementaux. Donc, vous voyez commencer à avoir tous les avantages de ça. Maintenant, pour ce qui est de l'accessibilité, bien, ce que j'ai proposé, c'est qu'au fond, le rail va toujours être le long de l'autoroute, puis il va y avoir des gares le long de l'autoroute. Puis, cette ligne ferroviaire-là va devenir l'épine dorsale du transport collectif en Estrie. Donc, aux gares, là, il y aurait une gare à Sherbrooke, une à Magog, une à Granby-Bromont, une à l'Ange-Gardien-Farnham, à peu près à cette hauteur-là. C'est toujours sur l'autoroute, là, on ne rentre pas dans les villes. Puis une à Saint-Jean-sur-Richelieu-Chambly. Quand vous allez à Montréal, là, vous remarquerez, là, il y a ces grands centres-là là, qu'on croise. Puis ça va se terminer au 10-30, au quartier 10-30 à Brossard, où là, les gens vont pouvoir prendre le REM, puis ils vont avoir accès à tout le réseau de transport en commun de Montréal. Et notamment accéder à l'aéroport de Dorval. Il y a une grosse demande de la communauté des affaires ici à Sherbrooke et de la communauté universitaire pour du transport rapide vers l'aéroport. Donc, ce train-là va remplir ces besoins-là. Ensuite, pour chacune des gares, donc je vous parle d'une épine dorsale, vous voyez ça un peu comme une colonne vertébrale, là, la ligne de train. Après ça, de chacune des gares, bien là, il va pouvoir avoir des bus électriques qui vont aller desservir de part et d'autre de l'autoroute 10 au sud et au nord. Au sud jusqu'à la frontière américaine, à la limite, puis au nord, peut-être une cinquantaine de kilomètres, donc avec des bus électriques pour aller desservir les villes et les villages qui sont de part et d'autre. Donc, l'accessibilité, là, elle est excellente, puis l'autoroute 10 est centrale, là, elle passe au centre de tout ça, là. Donc, c'est vraiment un beau projet, puis c'est un projet concret, là. Moi, il y a d'autres partis comme Québec solidaire, on parle d'un train, ils veulent passer sur les anciens rails. Bon, il y a un paquet de problèmes. Puis en plus, les anciens rails appartiennent déjà à des compagnies canadiennes qui privilégient le transport des marchandises. Il va falloir négocier avec eux. Ils vont privilégier le transport de marchandises. Ça va être très difficile. Donc, je pense que l'approche que je propose, c'est vraiment la meilleure approche. Puis après ça, bien, il y a des enjeux techniques pour un train, là. Un train, normalement, ça circule sur du plat. Mais ça ne va pas être des longs trains, là. On ne va pas parler des trains qui vont transporter 1000 passagers là, sur une rame de train, là, mais peut-être une centaine. Donc, ça va être des trains plus courts. Fait que je pense qu'il y a moyen au niveau technologique de résoudre des problèmes techniques qui risquent de se présenter. Je vais rester dans le transport en commun, mais je vais dévier peut-être plus dans la plateforme nationale. Qu'est-ce qui est prévu pour le Parti québécois en termes d'accessibilité, notamment, mettons, de prix en transport en commun? Ouais. Bien, on a une super belle offre. On a la passe climat. Donc, ça, c'est une passe que vous allez pouvoir vous procurer pour 1 $ par jour. Et donc, 365 $ par année. Pour les familles, ça serait 1000 $ pour une famille complète. Et puis, donc, avec cette passe-là, vous allez avoir accès à tout le transport en commun au Québec. Donc, vous prenez la STS ici à Sherbrooke, passe climat. Bon, là, ici, pour vous, les étudiants, vous avez déjà une passe là, qui est avec l'université, mais il faut penser à la population en général. Là. Pas tout le monde qui a ça. Là. Même les élèves au secondaire, ils n'ont pas ça. Donc, passe climat à Sherbrooke, passe climat à Montréal, vous allez à Québec, passe climat. Non seulement ça, c'est que même pour le transport interurbain,
le gouvernement du Parti québécois va permettre l'utilisation de la passe climat pour vous déplacer entre les villes. Donc, on veut vraiment inciter les gens à prendre le transport collectif. Donc, si on est sérieux avec ça, il faut y aller. Il faut rendre ça accessible puis plus facile pour les gens, puis à coût vraiment intéressant. Donc, ça, c'est une des mesures. Ensuite, on veut aider les villes aussi à développer leur transport en commun. Offrir plus de fréquences dans le transport en commun. J'ai été le premier en campagne à parler de ça pour Sherbrooke. Un des problèmes avec le transport en commun à Sherbrooke, c'est beaucoup la fréquence. Il faut attendre longtemps au coin de la rue pour avoir un bus. Bien, ça n'encourage pas les gens à prendre le transport en commun. Quand vous allez dans les grandes villes, là, pourquoi le transport en commun fonctionne bien? C'est parce que tu n'as pas à penser à quand tu vas aller prendre l'autobus. Tu te rends au coin de la rue, là, puis il y en a un qui va arriver en dedans de 10 minutes. Bon, je pense que ça serait difficile de faire ça à Sherbrooke, mais si on visait 15 minutes. Mais là, la ville là, fait tout ce qu'elle peut. La STS a un budget limité. Ça, c'est une responsabilité du gouvernement de venir aider les villes pour développer leur transport en commun. Donc, transférer des sommes pour qu'elles puissent développer le transport en commun. On prévoit pour les 40 plus grandes villes du Québec, là, les villes de 40 000 et plus, des montants entre 300 millions et 1 milliard de dollars pour qu'elles puissent développer leur transport en commun selon leurs besoins. Donc, en leur laissant la latitude des moyens qu'elles veulent prendre. Évidemment, on va privilégier le transport électrique pour des raisons environnementales, mais c'est dans notre plan. Je pense qu'on a un plan très, très solide en transport en commun. Pardonnez-moi. Monsieur Bérubé-Lausière, merci infiniment pour votre temps d'entrevue. Merci d'être venu en studio. Puis toute l'équipe des attachés de presse vous souhaite une excellente fin de campagne. La dernière semaine. Ben oui, merci beaucoup. Puis on est très fiers de la campagne qu'on mène. Très positive. Et surtout, bon débat ce soir. Merci. Oui, parce que c'est ce soir Radio-Canada. Merci d'être venu. Parce qu'on sait que c'est une journée quand même très chargée pour tous les élus. Merci d'être venu quand même. Parfait, merci beaucoup. Et pour nos chers auditeurs auditrices, on s'en va en courte pause publicitaire au retour. La suite de notre émission Les attachés de presse sur les ondes de CFAC 88.3. Ça part ici.